RMC, le week-end des experts. Votre maison, François Sorel, Christian Pesset. C'est le retour du week-end des experts sur RMC, 9h11 jusqu'à 10h. Toutes vos questions, bricolage, maison, déco et plus particulièrement sur un thème, vous le savez, c'est comme ça depuis pas mal de temps dans ce rendez-vous du week-end des experts. Deuxième heure, on se focalise sur un sujet et on essaie d'aller au fond et simplement aussi écouter vos questions pour prendre le temps d'y répondre. Nous allons évoquer donc jusqu'à 10h avec Christian et nos invités l'adaptation des logements pour les personnes âgées. Oui, je le disais tout à l'heure, une lettre de mission vient d'être envoyée au directeur de l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et à la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, par le ministre du Logement et par la ministre du Logement et par la ministre aux personnes âgées et à l'autonomie, justement pour favoriser bien l'adaptation des logements pour les seniors, je dirais également évidemment pour les personnes handicapées, puisque malheureusement souvent ça finit par se rejoindre. Alors on va s'interroger sur ces missions qui sont confiées, sur les aides concrètes qui sont mises en place, sur les travaux, les équipements, les transformations du logement qui justement permettent donc d'affronter les difficultés liées au vieillissement et au handicap. C'est vrai. Alors on va avoir beaucoup d'invités ce matin. On a Antonin Blancard qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur national de l'action sociale de la CNAV, je ne me trompe pas, Caisse nationale donc d'assurance vieillesse. Vous allez nous parler donc de cette lettre de mission et sur ses conséquences. On a Michael Cohen qui est cofondateur et directeur associé de Dom et Vie, qui est un site et une structure spécialisée dans la vente, la distribution et l'installation de matériel qui facilite la vie des personnes âgées et aussi des handicapés. On aura tout à l'heure Guillaume Pellet qui est ergothérapeute, on verra ce que ça signifie. Le président de l'association Handibat, Gabriel Desgrouard, qui est proche de la CAPEB, vous savez, l'association donc des artisans, et puis Cédric Poncet, qui est directeur de AKW, qui est une société internationale, un très gros groupe spécialisé donc dans ce type de produits. Voilà. Très bien. Beau monde. Et puis alors, donc, dès maintenant, si vous voulez poser vos questions à nos invités, 3216 ou bien maison@rmc.fr. C'est vrai, on le disait tout à l'heure, Christian. Aujourd'hui, l'espérance de vie grandit d'année en année. Et on veut rester le plus longtemps possible autonome à la maison. C'est vrai. Et pour l'instant, je crois que le grand public n'est pas forcément au courant de tout ce qui existe et de toutes les possibilités. Je veux dire qu'on est tous confrontés à ce problème, vous le disiez François, on a tous des personnes âgées. Moi, j'ai ma belle-mère qui a 97 ans et qui vit encore à son domicile en parfaite autonomie. Enfin, parfaite, évidemment, qu'elle a un peu plus de douleur que quand elle avait 25 ans. Mais elle est autonome. Mais elle est autonome, mais elle commence à avoir des difficultés dans son logement, puisque ce logement, qui est d'ailleurs du parc social des HLM de la ville de Paris, n'est pas véritablement adapté, notamment pour ce qui est de la salle de bain. Justement, on aura l'occasion d'y venir tout à l'heure. Antonin Blancard, donc vous êtes directeur national de l'action sociale à la CNAV. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu l'esprit de cette lettre de mission et ce qu'il y a dedans, quelles en sont les conséquences? Tout à fait. Donc, la ministre déléguée aux personnes âgées et à l'autonomie ainsi que la ministre Logement nous a confié une mission avec l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qui consiste justement à essayer de voir comment on peut simplifier, et je pense que c'est le point clé de la démarche, simplifier les dispositifs existants sur l'adaptation de l'habitat. Les caisses de retraite offrent un certain nombre d'actions justement pour permettre l'amélioration de cet habitat, que ça passe par des conseils pratiques et basiques avant même d'envisager des choses plus lourdes, le développement des aides techniques, un certain nombre d'aides techniques type réhausseur de toilettes, etc. Et puis des travaux plus lourds. Donc avec l'ANA, nous avons mis en place une convention de partenariat depuis 2011, justement pour favoriser l'accès à ces aides et pour les harmoniser. L'objet de cette lettre de mission, c'est de renforcer la démarche et d'aller un cran au-delà. Donc à travers la simplification des procédures, une harmonisation sur le contenu des prestations, une meilleure articulation des dispositifs et également, et c'est un point clé, lever les freins sur le démarrage des chantiers. Voilà, alors concrètement, on va y venir parce que j'ai un petit peu caricaturé, mais quand on dit c'est l'ANA, il y a la majeure partie des gens qui disent donc j'y ai pas le droit parce que je vais être au-dessus des plafonds. Donc est-ce que ces aides, ça va concerner une grande partie de la population ou simplement les plus défavorisés, ce qui peut être considéré comme légitime, mais malgré tout, on s'attend aussi là à une véritable politique plus large de l'assistance. Comment ça va
concrètement se passer ? Concrètement, il y aura toujours des conditions de ressources dans l'octroi des aides. Après, l'idée de notre action sociale sur les caisses de retraite, et c'est un peu la même démarche au niveau de l'ANA, c'est d'avoir une approche graduée justement en fonction du niveau de ressources des personnes. Mais au-delà, et j'insiste là-dessus, au-delà des aides, il faut développer une sensibilisation générale à la question du logement, qui est un enjeu clé dans le maintien de l'autonomie. Donc l'idée, c'est bien d'élargir la cible, de réfléchir sur tout ce qui peut être développé vis-à-vis de l'ensemble des publics. Avant même de parler d'aide, il y a également la question du diagnostic logement qui est un point clé, oui. Et puis ensuite effectivement d'essayer dans la mesure des disponibilités budgétaires, on n'a pas non plus enfin il faut quand même être raisonnable sur le sujet, mais en tout cas d'essayer d'élargir la cible effectivement. Bien sûr. Michael Cohen, bonjour. Vous êtes bonjour, vous êtes directement confronté donc à cette nécessité d'équipement. Est-ce que vous confirmez ce manque de sensibilisation des populations et aussi la nécessité d'équiper ces logements peut-être avant d'être confronté directement au problème? Alors tout à fait, c'est un sujet qui apporte des blocages lorsqu'on souhaite aménager et adapter son logement. On va être confronté à du changement de l'habitat, donc du coup les personnes n'anticipent pas. Quand on arrive aux âges de 60, 70 ans, on rejette finalement ce besoin. C'est-à-dire on se sent encore en forme. Moi j'y arrive doucement et je veux dire c'est vrai que je ne pense pas encore à aménager mon logement, et souvent on a aussi des habitats individuels. L'autre jour j'y réfléchissais justement pour arriver à mon niveau de vie principal, partout il y a des marches. Voilà, et donc du coup, il faut vraiment avoir une action de sensibilisation, de prévention qui est importante, d'accompagnement des personnes dans cette gestion du changement, de pouvoir leur montrer qu'il existe des solutions simples qui peuvent être mises en place et qui peuvent améliorer le logement et le quotidien finalement des personnes. Très bien, messieurs, vous restez avec nous. Christian revient dans un instant, 9h18. On va poursuivre sur ce thème, l'adaptation des logements pour les personnes âgées. Vous voulez réagir, vous voulez poser vos questions, peut-être aussi avoir un point sur les aides dont vous pourriez bénéficier. 3216 ou maison@rmc.fr. Les parents peuvent appeler les grands-parents, mais aussi les enfants, parce que c'est vrai qu'il y a une responsabilité aussi de la part des enfants. On revient dans un instant, à tout de suite, c'est RMC. RMC, le week-end des experts. Votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Voilà, 9h21, c'est le week-end des experts sur RMC. Merci d'être avec nous. On évoque ce matin l'adaptation des logements pour les personnes âgées avec Christian Pesset et nos invités. On va un petit peu élargir le débat, Christian, avec Robert qui nous a appelé au 3216. Bonjour Robert. Oui, bonjour Christian, bonjour François. Bonjour Robert. Bonjour Robert. Voilà, moi je vous pose une petite question parce que vous parlez de l'adaptation. Oh là là, il y a des craquements, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors écoutez, on vous entend mais en morse. C'est pas l'idéal. Oui. Bon voilà, j'ai ma question. C'est j'ai mieux. 61 ans. Oui. Et je suis non-voyant. Et là, je suis actuellement dans un appartement qui n'est pas adapté pour les non-voyants. Oui. Alors ma question est la suivante. Est-ce que dans le système d'adaptation des appartements pour les seniors et pour les non-voyants, il existe un système spécial d'adaptation, c'est-à-dire interrupteur sonore, thermostat sonore, etc., etc. Très bien, on va poser la question tout de suite à Antonin Blancard, donc directeur de l'action sociale à la CNAV et porteur donc de cette lettre de mission. Alors est-ce que notre ami Robert est concerné par ce dispositif ? Est-ce que Robert bénéficie d'une aide déjà ? C'est le premier point. Et deuxièmement, est-il retraité ? C'est les deux questions. Robert, est-ce que je suis non pas retraité, mais je suis en invalidité. D'accord. Voilà. Donc il existe des dispositifs dont il peut bénéficier. Après, c'est vrai que sur les aides des caisses de retraite, elles sont toujours soumises à conditionnalité. Mais en théorie, à partir du moment où il est retraité, il a 61 ans, donc normalement il devrait être concerné. Donc il doit pouvoir prendre contact avec sa caisse de retraite et des choses doivent être envisagées. Après, sur les solutions techniques à proprement parler, je pense que je vais peut-être plus laisser la parole à Monsieur Cohen, qui est le spécialiste sur le sujet. Voilà, Michael Cohen, cofondateur d'Hommes et Vie.
vie. Tout à fait. Donc faut voir la question en plusieurs niveaux en fait. Il y a des aménagements de premier niveau qui peuvent vraiment vous améliorer le quotidien. Faut vraiment se focaliser sur des aides techniques sensitives. Je pense notamment aux espaces de circulation, des trajets entre différentes pièces de la maison qui peuvent être importantes pour éviter tout risque de chute. Il existe aussi un pendant de l'adaptation qui est composé de technologies qui vont vraiment à partir de systèmes informatiques vous apporter des solutions dans la facilité de vivre en toute autonomie chez vous. Donc des dispositifs qui sont aujourd'hui, c'est un bien grand mot la technologie, mais ça peut être mis en place relativement facilement. Donc où il y a un diagnostic qui peut être fait par nos confrères ergothérapeutes. Ah, justement, on va avoir un Guillaume Pellet qui est ergothérapeute. Oui, qui est avec nous d'ailleurs au téléphone. Qui est avec nous. Bonjour, Bonjour Monsieur Guillaume. Pellet. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous avez là déjà, si vous nous avez écouté la question, vous avez déjà de vous fait travailler de de quoi bon faire. matin, là. C'est quoi d'abord un ergothérapeute? Et bien, l'ergothérapeute, en fait, c'est un professionnel de santé. C'est pas un médecin, c'est un professionnel de santé. Absolument, absolument. C'est ce qu'on appelle la catégorie des auxiliaires médicaux, au même titre que les infirmiers, les thérapeutes. Voilà, c'est partie de ce panel professionnel. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous répondez à la question que nous avions de Robert sur les équipements, notamment pour malvoyants Pour adapter ou son logement non-voyants? aux Est-ce personnes que âgées, c'est dans votre non-voyantes. registre, ça? Bien entendu, c'est dans notre registre. Faut savoir que tout handicap fait partie de notre registre, puisque notre métier se fonde sur l'adéquation des capacités de sa personne, prenant en compte ses difficultés de santé, et puis de ses habitudes de vie, et bien entendu de son environnement. Bien sûr. On vit tous dans un environnement différent, on a tous des habitudes de vie différentes, des envies différentes et des projets différents. C'est sur ceci que nous fondons nos actions concernant notamment l'adaptation du logement. Alors, on vous trouve où? On vous trouve où? Et si j'ose dire, c'est remboursé par la Sécurité sociale, vos prestations? Sur quoi? Sur ordonnance? Comment ça marche? Alors, les ergothérapeutes exercent aujourd'hui dans une grande majorité dans des hôpitaux, les centres de rééducation, des centres de basse vision, pour reprendre votre auditeur, des lieux d'hébergement, mais aussi des équipes mobiles, et de plus en plus dans des maisons de santé et dans l'exercice libéral, mais aussi dans les maisons départementales pour les personnes handicapées, enfin voilà, et dans différents réseaux. Donc, on commence à être très nettement reconnus, on nous trouve assez facilement aujourd'hui. Concernant la prise en charge aujourd'hui, nous n'avons pas encore de prise en charge par la Sécurité sociale. Ce sont des prises en charge entre guillemets extra-légales, comme l'a dit M. Blancard, aussi par le biais des caisses de retraite. Justement, je vois Antonin Blancard qui opine du chef, comme on dit. Juste un mot sur une expérimentation qu'on a avec les retraites complémentaires, justement pour prendre en charge une partie de l'ergothérapie dans les situations où il y a un besoin qui se fait ressentir. Donc c'est des choses qu'on développe et qu'on expérimente donc, actuellement. Donc ça existe. Il va être content, Guillaume Pellet là, et Robert. Très bien. On revient dans un instant, messieurs. On revient. Voilà, après la météo et les infos, on poursuit. On évoque ce matin l'adaptation des logements pour les personnes âgées et avec le cas de Robert. Et restez en ligne, Guillaume Pellet. Bien sûr, Guillaume, vous restez avec nous. 3216 si vous voulez nous joindre et tout comme Robert, posez votre question. 3216 maison@rmc.fr. À tout de suite. Allez, mon cher Christian, une petite question flash à 9h32. Allons-y. Et c'est Patrice qui... Alonso. Ah bah oui. Tout à l'heure. Et c'est Patrice qui nous a posé cette question par mail, maison@rmc.fr. Je vous ai entendu dénoncer à juste titre, Christian, dans une émission, le prix exorbitant des raccords de plomberie mécanique. Oui, mais comment fait-on une installation en raccord soudé? Alors c'est vrai, je l'ai dit, je le redis, les raccords vissants ou les raccords automatiques sont très chers, pour ne pas dire à des prix parfois exorbitants. On a des 8-10 euros pour un raccord, c'est complètement fou, et donc ça interdit pratiquement d'utiliser ces accessoires pour faire une installation complète de plomberie. Alors une installation cuivre aujourd'hui, ça se fait avec des raccords soudés, en fait brasés, parce que la liaison entre les tubes
eh bien, se fait avec un métal d'apport fondu à base d'étain et d'argent, et non pas par soudure. La soudure, c'est véritablement lorsque le métal, les deux pièces en métal fondent et donc se soudent. Bon, il y a parfois un petit métal d'apport aussi, mais c'est ça la différence entre la soudure et la brasure. Alors, il y a deux techniques, soit par emboîtement, on évase l'un des deux tubes et on emboîte l'autre dans le premier, soit des raccords évasés qui sont évasés des deux côtés et qui permettent d'assembler donc deux tubes entre eux. La méthode, ça consiste ensuite à arriver à chemiser l'interstice entre les tubes et le raccord avec un métal donc que l'on fait fondre, dont le poids de fusion est inférieur à celui des tubes donc qu'on a à assembler. Alors qu'est-ce qu'on fait? On chauffe au rouge les raccords. On a préalablement décapé, dégraissé ce métal des pièces avec ce qu'on appelle un flux décapant. Et puis on approche lorsque c'est à bonne température, c'est-à-dire lorsque ça atteint une couleur rouge cerise, on écarte la flamme et puis on apporte le métal, en gros la baguette, ce qu'on appelle la soudure mais de brasure, donc au niveau du joint. Et normalement ça file par capillarité. 32-16 pour toutes vos questions maison. Le week-end des experts sur RMC, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Voilà, 9h34, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Bonjour à vous toutes et à vous tous, si vous venez peut-être de nous rejoindre en ce week-end que nous vous souhaitons excellent. Bien sûr, jusqu'à 10h, c'est le week-end des experts maison, avant de retrouver les GG du sport, comme chaque samedi et dimanche. Et jusqu'à 10h, on évoque avec Christian et nos invités l'adaptation des logements pour les personnes âgées, Christian. Tout à fait, nous sommes avec Antonin Blancard, directeur national de l'action sociale de la CNAV, Michael Cohen, cofondateur et directeur de Dom et Vie. Nous avions un instant, et nous l'aurons certainement à nouveau, Guillaume Pelé qui est ergothérapeute. Et puis on va avoir aussi le président de l'association Handibat, Gabriel Desgroua, et Cédric Poncet, directeur AKW. Et donc on a effectivement beaucoup d'appels. Oui, nous avons Alain, justement, qui vient nous appeler au 32-16 et qui souhaiterait nous poser une question. Bonjour Alain. Bonjour messieurs, bonjour à votre équipe. Bonjour. Et bienvenue Alain. Merci. J'ai la maman qui a 85 ans, qui a été opérée d'une prothèse de genou au mois de février, qui est rentrée dans sa maison au mois de mai, et qui là est tombée début octobre et qui s'est cassé le fémur en descendant les marches à l'intérieur de sa maison. Oui. Elle a une maison en pierre des années très 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 anciennes, c'est en petite ville de Lot-et-Garonne. Oui. Il y a des marches pour aller dans la salle de bain, il y a des marches pour aller dans la cuisine. C'est pas l'idéal tout ça. Il y a des marches pour aller, il y a des marches pour aller dans les chambres et également pour aller à la fête de la toilette. Et je voulais savoir qu'est-ce que je pouvais faire, quelles étaient les solutions, sachant que j'ai fait une demande de HLM et que l'on m'a signalé qu'il y avait absolument aucune place disponible actuellement. Voilà. Alors, ça c'est... Oui, donc vous nous posez la question à la fois technique, mais aussi éventuellement s'il y a des aménagements à faire de financement, c'est ça? Les solutions ou un autre logement à l'extérieur, mais là c'est difficile apparemment, sachant qu'elle ne veut pas aller ni en maison de retraite ni en foyer logement. Alors Antonin Blancard, qu'est-ce que vous répondez à cette question difficile? Je répondrai à Alain qu'il faut impérativement qu'il fasse un dossier de demande d'aide pour bien vieillir chez soi. Il peut trouver le formulaire notamment sur le site www.l'assurance-retraite.fr. À l'issue de cette demande d'aide, et si la situation, et apparemment à l'écouter la situation le nécessite, la caisse de retraite enverra un évaluateur au domicile qui fera le tour des besoins et qui essaiera d'identifier ce qu'on peut apporter. À partir de là, on fera un signalement vers un prestataire habitat qui réalisera un devis, qui fera le tour des financeurs et qui essaiera de voir ce qu'il peut être pris en charge par la collectivité. D'accord. Alors justement, moi, je vous posais ce cas quasi personnel. Ma belle-mère, 97 ans, parfaitement vaillante, mais évidemment un petit peu de difficulté maintenant à se déplacer dans un logement HLM. Est-ce que un office d'HLM peut être conduit à faire des travaux d'aménagement dans les maisons, dans les logements donc de personnes âgées, par exemple pour remplacer cette fichue baignoire par une douche à l'italienne? Nous aurons Michael Cohen qui pourra nous donner des détails sur les solutions. Est-ce que ça existe? Oui. Oui.
Oui. Bon, une fois que vous m'avez dit oui, ça me fait penser au sketch bien connu, mais donc comment ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut demander à l'office qu'il fasse des travaux ? C'est un sujet compliqué. Nous, on travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux justement pour identifier les possibilités. Il faut contacter effectivement l'office des HLM. Je pense que les choses sont possibles. Après, il faut se rendre à l'évidence, c'est des évolutions relativement récentes et toutes les pratiques ne sont pas les mêmes. Donc après, il faut voir la situation au cas par cas. Mais en revanche, j'ai vu quelque chose de très intéressant, une affichette. Alors vous me direz, c'est annexe, mais une affichette sur l'ascenseur de Noémie, en l'occurrence, que je salue et que j'embrasse. Donc, et il y avait indiqué l'office de HLM de la ville de Paris, si l'ascenseur tombe en panne plus de quelques heures, eh bien, ils organisent un système de portage, donc notamment donc pour, j'imagine, les personnes âgées, de portage des courses donc dans les étages. Je trouve que ça, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Très bien, mais en tout cas merci Alain pour votre appel. Et si tout comme Alain vous voulez poser votre question ce matin justement sur l'adaptation des logements pour les personnes âgées, l'accessibilité, etc., n'hésitez pas, 3216 ou bien maison@rmc.fr. On va reprendre peut-être Guillaume Pellet rapidement. Qui est avec nous toujours, qui est avec ergothérapeute. Donc alors, pouvez-vous nous préciser concrètement, donc si j'ai bien compris, on peut pas vous consulter directement comme on va voir le dentiste ou le kiné, mais en revanche, donc vous intervenez dans le cadre, si j'ai bien compris, des maisons de retraite, dans le cadre de peut-être d'habitat collectif pour personnes âgées. Quel est véritablement votre champ d'intervention ? En fait, vous pouvez aller voir un ergothérapeute directement. Aujourd'hui, il y a des ergothérapeutes qui sont en exercice libéral. Voilà. Maintenant, c'est le coût des prestations, qui peut aussi être pris en charge, bien sûr, par les caisses retraites, en coopération, par aussi les maisons départementales des personnes handicapées, mais aussi de plus en plus les mutuelles, par exemple. D'accord. Bon, bah écoutez, vous aviez un site où on peut se procurer ces adresses ? Bien sûr, vous pouvez vous renseigner sur le site de l'Association nationale française des ergothérapeutes, www.anfe.fr. Voilà, je tiens à souligner que nous travaillons aussi en partenariat avec les caisses de retraite, Monsieur Blancard, et puis bien sûr tous aussi les industriels, techniciens, intégrateurs, pour adapter au mieux et penser au mieux les aménagements pour le maintien à domicile de toute la population, puisque bien sûr les personnes âgées sont concernées, mais on parle aussi des enfants et de toute situation de handicap. Très bien, merci Guillaume Pellet. Je rappelle que vous êtes ergothérapeute et donc vice-président de la NFE, l'Association nationale française des ergothérapeutes. Très bien, merci beaucoup Guillaume. Alors, on va avoir aussi Gabriel Desgrouas, qui est avec nous, qui est président de l'association Handibat. Bonjour Monsieur Desgrouas. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une branche quelque part de la CAPEB, on peut dire ça ? On peut dire ça. On peut dire ça, comme ça on simplifie. Donc la CAPEB, c'est la Confédération des artisans du bâtiment, pour simplifier. Oui, exactement. D'accord. Exactement. Donc vous êtes, je dirais, en charge un peu, on va dire, de la sélection, et peut-être de la formation aussi des artisans qui travaillent notamment avec des gens comme Michael Cohen, qui est sur plateau, donc pour faire ces travaux. Voilà, c'est une démarche volontaire. À l'intérieur de la Confédération, il y a des artisans qui ont choisi de se regrouper et de se labelliser pour que leur maîtrise de cette problématique soit reconnue. Et on fait du sur-mesure et du cas par cas, et on a une convention avec les ergothérapeutes, dont la NFE, et on travaille aussi avec des industriels. On essaie de mettre du bon sens, parce que j'entendais un témoignage tout à l'heure dans une maison du centre de la France, dans un petit village en pierre. Pas simple. Et justement, c'est ce que nous aimons. C'est une démarche volontaire. On adhère à cette démarche et on est là pour mettre nos mains et notre savoir-faire au service de la personne. Alors, c'est ce qui nous guide. Ça veut dire que Handibat, c'est un label ? C'est un label. C'est une marque qui labellise les entreprises. D'accord. Voilà, c'est pour que les gens qui ont un besoin spécifique puissent être assurés que derrière cette marque et ces entreprises labellisées, ils auront exactement ce qu'ils attendent. D'accord. Sur les conseils, nous avons simplement mis nos mains et notre savoir-faire. Nous sommes des gens qualifiés, mais notre qualification, nous l'avons mis au service de la personne et de l'accessibilité en particulier.
D'accord. Alors comment on fait concrètement, parce que vous savez très bien que d'une façon générale, ça ne vaut pas que pour les travaux d'aménagement pour les personnes âgées. C'est toujours très difficile de sélectionner un artisan, une entreprise. Alors concrètement, demain j'ai besoin des services d'un artisan handibat. Qu'est-ce que je fais ? Vous allez sur le site. En 3 clics, vous trouvez par géolocalisation l'entreprise qui est entrée dans la démarche volontairement. Je le souligne parce que c'est important. Le site, quel site ? Handibat. Vous allez si vous tapez Handibat et vous allez tomber sur Handibat Info. Handibat Info. Dès que vous êtes cliqué là-dessus, vous avez donc la page d'accueil et vous avez une petite carte de France. Suivant le département, vous cliquez sur le département et là vous avez une liste de gens volontaires qui sont dans cette démarche. C'est-à-dire que comme c'est par adhésion au concept, il y a une déontologie. Ces gens-là ont signé une charte d'engagement que nous gérons, nous, Handibat Développement, puisque la marque appartient bien évidemment à la CAPEB, mais elle a dédié la gestion et le développement et le déploiement sur tout le territoire à Handibat Développement, et c'est ce qu'on fait. Et alors est-ce que vous faites le ménage parfois, parce que les labels maintenant se sont multipliés et parfois malheureusement il y a des entreprises qui sont labellisées de telle ou telle structure et après il n'y a pas tellement de contrôle. Vous en faites ? Eh bien, voilà, on en fait. Il y a des fiches de satisfaction client. Nous, on est en relation directe avec les clients s'ils le souhaitent. S'il y a un problème, ça nous est déjà arrivé, pour des raisons X, et bien là, l'artisan qui n'aurait pas rempli les choses pour lesquelles il s'est engagé, à savoir, vous savez, c'est du confort. On est sur le confort, le service à la personne. Ouais. On est aussi sur la sécurité en plus. Et la sécurité. Donc, si on entre dans cette démarche, on force personne. Michael Cohen. Oui, donc nous, effectivement... Nous sommes engagés dans le respect de la charte. D'accord. Et bon, ça va jusqu'au ménage, évidemment. Michael Cohen, 2 mots. Vous travaillez avec Handibat. Vous confirmez cette démarche ? C'est exactement ça. On a, dès la création de la société, en fait, on a voulu adhérer volontairement à ce label. D'une part. Vous êtes Handibat. Voilà, on est Handibat. D'accord. Donc on a voulu crédibiliser notre action et donc tout ce qui a été dit est juste. Alors, messieurs, on va revenir dans un instant. On écoutera le témoignage de Gérard qui a demandé une aide pour l'aménagement de l'appartement de sa mère qui est âgée de 78 ans. Cette aide a été refusée. Pourtant, elle remplit tous les critères financiers. Donc, là, vous allez voir ce qui se passe. Je pense qu'Antonin Blancard peut peut-être nous aider dans ce cas bien précis. 3216 maison@rmc.fr. On évoque ce matin l'adaptation des logements pour les personnes âgées et on attend vos témoignages et vos questions. À tout de suite. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. RMC 9h48, c'est le week-end des experts. Jusqu'à 10h, bien sûr, on attend vos questions. On évoque ce matin en compagnie de nos invités l'adaptation des logements pour les personnes âgées. Christian, Gérard nous attend au 32-16. Allons-y. Bonjour Gérard. Bonjour Gérard. Oui, bonjour tout le monde, Gérard de la Bretagne. Très bien, il fait beau en Bretagne, je crois, aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais bon, on a eu un très bel été, rassurez-vous. Oui, je sais. Oui, moi, ma question s'adressait au directeur national de la CNAV. Oui. Sachant que j'ai un petit peu en pétard par rapport à ce qui s'est passé quand j'ai fait le dossier, moi, en début d'année. Maman a 78 ans, est atteinte d'une pathologie irréversible. Et donc, j'ai monté un dossier par l'intermédiaire de Clic Alliage, qui est une association sur Rennes qui s'occupe des personnes âgées. Et on a demandé une reconnaissance handicapée, MDPH, pour pouvoir faire des travaux sur sa maison, puisque aujourd'hui elle doit monter son escalier. Toutes ses toilettes sont en haut. Donc à un moment donné, c'est très compliqué pour elle, quoi. Oui. Et donc on a fait un dossier. Donc déjà, quand on envoie un dossier, on n'a jamais d'accusé de réception. Donc comme ils ont 3 mois pour répondre, 3 mois c'est long. 3 mois ou 6 mois d'ailleurs, je sais plus. Et quand on appelle à la CNAV, ils sont incapables de nous dire si le dossier est arrivé ou pas. Alors il vous a été refusé finalement le dossier ou il est en cours ? Le dossier a été refusé au niveau de la reconnaissance handicapée, ce qui fait que derrière, il n'y a aucune aide qui est générée. D'accord. Alors, Antonin Blancard... Quand on parle d'anticipation, je veux bien anticiper, mais 78 ans, je peux pas anticiper plus. À chaque fois, on nous dit, non... tel qu'elle est aujourd'hui, son état de santé n'est pas suffisamment grave, quoi, c'est ça ? Voilà. Ce qu'on vous dit. Très bien.
Antonin, quelle est votre réponse à cette critique frontale? Alors déjà, il faudra regarder un peu plus dans le détail du dossier. On va pas forcément le traiter maintenant, mais Gérard, simplement, vous faites une demande auprès de la MDPH. Ça dépend pas des caisses de retraite. Donc c'est là où il y a peut-être une confusion qu'il faut qu'on clarifie, hein, mais peut-être pas à l'antenne. Simplement pour dire que les aides de l'action sociale des caisses de retraite, elles sont facultatives et on peut pas les octroyer à tout le monde. Donc on est obligé de prioriser. Mais là, on parle d'une situation de handicap, donc à creuser. Mais je ne pense pas que effectivement les caisses de retraite soient compétentes. C'est les conseils généraux qui sont compétents en la matière. Très bien. Très bien. Petite question mail, messieurs, qui vient d'arriver. C'est la question de Paul. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire par mail maison@rmc.fr. Dans une copropriété au 2e étage, peut-on faire poser un ascenseur? Quel coût et quelles sont les subventions dont on peut prétendre? Techniquement, Michael Cohen? Alors oui, il y a de grandes chances que ça puisse fonctionner. Il faut faire une étude technique où là nous on peut dépêcher des personnes sur place pour étudier la faisabilité. Oui. Mais il y a de grandes chances. Au niveau du coût, on est quand même aux alentours on approche les 20 000 euros, je dirais, pour ce type d'installation. Antonin Blancard, des subventions pour les assurances, les ascenseurs? Les ascenseurs. Chaque dossier s'apprécie au cas par cas, mais encore une fois, c'est la richesse de l'action sociale justement des caisses de retraite que de pouvoir s'adapter aux besoins. D'accord. Très bien. On accueille Cédric Poncet. On accueille Cédric Poncet, qui est directeur chez AKW, donc une multinationale, on va dire, spécialisée dans l'aménagement des salles de bain. Bonjour, monsieur Poncet. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous pourriez nous donner en quelques mots, relativement brièvement, ce qu'est l'aménagement d'une salle de bain adaptée au vieillissement des usagers? L'objectif de ce type de salle de bain, c'est tout d'abord de travailler avec un receveur, c'est-à-dire un bac à douche extrêmement plat. Oui, voire une douche à l'italienne donc. Voire une douche à l'italienne quand techniquement c'est réalisable. Oui. Également d'optimiser la largeur d'entrée pour les parois de douche. D'accord, donc de toute façon on dégage la baignoire et on met une douche, hein. C'est l'idéal. Ouais. L'idéal, c'est de retirer la baignoire pour mettre une douche. On peut également avoir une douche avec une ouverture sur la mi-hauteur de manière à aider la personne qui prend sa douche de se faire aider par une personne extérieure. D'accord. Et de rajouter, bien entendu, des barres de maintien, des barres d'appui et des sièges pour que la personne puisse s'asseoir lorsqu'elle en a besoin pour faire sa douche. D'accord. On a aussi les lavabos à hauteur variable si on est en fauteuil, hein, je crois. Alors, on a des lavabos qui sont étudiés pour les fauteuils, notamment avec la possibilité de passer le fauteuil sous le lavabo. Donc, on évite tout ce qui est siphon qui prend de la place, de manière à ce que le fauteuil puisse se glisser sous le lavabo pour faciliter la toilette, avec également des poignées sur le côté du lavabo pour se maintenir. D'accord. Justement, Michael Cohen, c'est complètement votre boulot, ça, les équipements, les aménagements. Tout à fait. Donc, la salle de bain est la pièce principale et qui nécessite des aménagements. On est confronté quotidiennement sur ce type d'adaptation. C'est là où il y a aussi le plus grand risque de chute avec des risques de glissade. Donc, comme le disait monsieur Poncet, la mise en place de barres de sécurité très importante, est importante. Et ensuite l'accessibilité. Donc Cédric Poncet, si on vous demandait une enveloppe pour transformer une salle de bain et la rendre donc plus accessible, plus sûre, c'est quoi comme enveloppe? Tout va dépendre du cas de figure de la salle de bain, mais je dirais qu'aujourd'hui, une enveloppe peut aller, je dirais, à partir, si c'est de l'adaptation, à partir de 3 000, 3 500 euros, on peut déjà avoir quelque chose. On peut avoir une solution complète dans la salle de bain. Très bien. Merci Cédric Poncet. Je rappelle, vous êtes directeur chez AKW. Des sites sont à votre disposition, les adresses de sites sur la page Facebook de l'émission. Merci à vous. Merci beaucoup. On va peut-être terminer avec une question mail. C'est la question de Marie que nous avons reçue, qui nous dit qu'elle est en train de faire les démarches pour faire installer une douche pour son père de 83 ans, Christian. Oui. Elle a pris contact donc avec le PAC. Il y a une conseillère qui est venue au domicile, qui a pris des photos. Elle a fait faire des devis qui semblent très hauts. Elle m'a parlé des aides de la caisse de retraite, mais elle m'a découragé, qu'elle m'a dit que l'action était très longue. Elle m'a dit aussi que les démarches prendraient des mois et que je n'aurais pas de réponse avant l'an prochain. C'est normal qu'il y ait ce délai très long?
Alors, adapter un habitat, forcément, ça prend du temps. Nous en discutions avec Monsieur Cohen en marge. Ça, en règle générale, c'est 18 mois. Donc, effectivement, c'est assez long. Un des aspects de la lettre de mission confiée par Madame Delaunay et Madame Duflot, c'est justement d'essayer de trouver les moyens de raccourcir ces délais. Pour autant, je pense qu'on ne change pas de logement du jour au lendemain. On n'adapte pas son logement du jour au lendemain. Mais d'où la nécessité de le faire, d'anticiper, quoi. Tout à fait. De la nécessité de le faire le plus tôt possible et de la nécessité de prendre le temps de bien réfléchir à ce qui doit être priorisé sur le sujet. Ça s'applique quand, votre lettre de mission ? On doit rendre le rapport donc à Madame Delaunay et à Madame Duflot fin décembre, par là. Fin décembre, et donc on peut compter sur une application courant 2014 ? Après, il appartiendra aux politiques de retenir. Allez hop, renvoyer la patate chaude là. Telle ou telle proposition, mais l'idée c'est bien évidemment d'intégrer ça dans notre stratégie. De toute façon, s'il y a eu cette lettre de mission, c'est bien qu'il y ait une volonté quand même de faire quelque chose, sinon c'est pas pour vous occuper, j'imagine. La volonté est très forte et c'est comme ça qu'on a choisi de le comprendre, évidemment. Bien, merci, merci messieurs. Antoine Blancard, donc directeur national Action sociale de la CNAV, Michael Cohen avec nous, donc d'Homme et Vie. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine. Bien sûr, on sera là samedi prochain entre 8h et 10h sur RMC. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Christian Pesset tout au long de la semaine sur maisonbrico.com. Je suis là jour et nuit. Voilà, lui, il nous est offert par RMC, c'est Gilbert Bribois. Et Serge Simon qui nous écoute. Et bien sûr, Serge Simon qui est là aussi. Qui vous écoute et qui vous parle surtout. Ça c'est bien. Serge, tu la veux pas la boîte à outils, toi ? C'est ce que j'étais en train de me dire. C'est combien de pièces, les amis ? T'es bricoleur, Serge, un peu ou pas ? Évidemment. Ouais. Avec un physique comme le mien, il a les doigts carrés. Il y a toujours quelque chose à réparer. Il a les doigts carrés. Serge c'est pas que les doigts, mon petit Christian. Serge est le seul animateur en fait à enfoncer un clou avec la paume de sa main. C'est ça. Simplement. C'est fort. Bon, messieurs, avec le front, François, tu es vraiment décevant de semaine en semaine. C'est vrai. Allez. J'essaie d'être à la hauteur, mon Serge. Continue de descendre. Allez, les grands gagnants du sport avec du foot dans quelques instants, une analyse complète du match France-Australie d'hier et puis des débats qui suivront. Fallait-il taxer la prime olympique, entre autres? On parlera également basket et paris sportif ce matin avec vous au 32-16. Voilà, et puis demain matin, beaucoup de Formule 1, ce qui fait qu'on se retrouvera avec Laetitia Barlerin dès 6h pour les animaux. Pas de rendez-vous auto. Portez-vous bien, bon week-end.